Après avoir vu la bande-annonce d'Avatar 3 Feu et Cendres au cinéma et en IMAX, je m'y suis replongé afin de la décortiquer et je dois me rendre à l'évidence, certains continuent de sous-estimer James Cameron, moi y compris, à mon premier visionnage de ce trailer du moins, mais à mieux y regarder, je suis déjà sur Pandora et je vous invite à m'y rejoindre pendant quelques minutes. James Cameron est un génie, on s'en doutait depuis un moment, c'est vrai, ceci dit, avec le recul, je pense qu'il crée avec Avatar une saga susceptible de devenir la plus marquante de l'histoire du cinéma, disons du moins de cette première moitié du XXIe siècle. Exagération et hyperbole, peut-être, je ne crois pas. James Cameron est un conteur en plus d'être un créateur d'univers. On a de fortes inspirations dans Avatar, issues de SF définies par d'autres avant lui, mais je suis convaincu qu'il porte avec ses films des thématiques qui sont simplement les plus importantes pour l'humanité. On sait que l'humanité a toujours interrogé sa nature profonde comme celle du monde au travers de mythes, le désenchantement du monde au fil de la rationalisation et surtout de la marchandisation du vivant a porté un coup terrible à notre capacité à vivre en harmonie. James Cameron l'a bien compris et il parvient à parler à une impulsion vitale profondément enfouie, un élan, une aspiration presque éteinte, mais que ces films parviennent à éveiller chez bon nombre de spectateurs. Pas la peine de me rappeler que certains restent totalement hermétiques à ces films, les trouvent niais, superficiels et j'en passe. Ok, très bien, on a compris. Ceci étant, pour celles et ceux qui y sont sensibles comme moi, notamment depuis le choc ressenti en voyant La Voix de l'eau, Avatar est une expérience sensorielle intense qui confine parfois au mystique. Avec ce troisième film attendu en France le 17 décembre prochain, la saga va explorer les conséquences du deuil, de la haine, du pouvoir de destruction et la pulsion de vengeance. Ce sera aussi l'occasion de dévoiler de nouvelles cultures du peuple Na'vi de Pandora, l'une de négociants du ciel, le clan Tlalim, et l'autre des survivants qui rejettent le lien à Eywa, le clan Mangwan associé au feu. L'image la plus forte qui ressort de cette bande-annonce est sans doute celle de la silhouette peinte de noir et rouge, la chef du clan Mangwan, une certaine Varang, qui promet de devenir une antagoniste extrêmement charismatique et polarisante. C'est Oona Chaplin qui l'interprète, sachant que pour ma part, je retiens surtout son rôle de médecin de guerre dans les saisons 2 et 3 de Game of Thrones, même si ça date un petit peu et qu'elle a joué dans d'autres œuvres depuis, même si sa carrière est plutôt calme depuis 3 ans. Je suis convaincu que le personnage marquera aussi bien par son apparence très réussie que par son interprétation, sachant que beaucoup passent déjà dans la seule phrase qu'on l'entend prononcer dans la bande-annonce quand elle dit à Kiri « Votre divinité n'a aucune souveraineté ici ». Elle parle bien sûr à ce moment de Eywa à laquelle Kiri est le personnage le plus étroitement lié. Une saga a toujours besoin d'excellents antagonistes et je pense que s'il manquait un petit quelque chose à La Voix de l'eau, c'était sans doute cela puisqu'on repartait avec Miles Quaritch dans son avatar Na'vi. Quaritch sera toujours de la partie bien entendu, mais Varang va salement pimenter ce troisième service. J'en viens au déroulement du trailer par ordre plus ou moins chronologique. Je ne vais pas tout disséquer mais souligner les éléments qui semblent les plus intéressants. Bon, en gros, je vais tout disséquer. Il y aura des spoilers concernant Avatar 2, bien sûr. On commence avec ceux qui correspondent de toute évidence à un flashback alors que Neteyam et Lo'ak volent côte à côte. Bien entendu, Neteyam, le premier-né de la famille Sully, est mort héroïquement durant la bataille finale de la Voix de l'eau, alors qu'il était en mission pour libérer ses frères et sœurs, ainsi que Tireya, la fille du clan Metkayina, dont Lo'ak est amoureux. Justement, quand on parle des petits loups, c'est le duo de jeunes amoureux qu'on voit plonger vers l'épave du dragon des mers, potentiellement pour y récupérer l'arc brisé de Neytiri, dont on les voit déposer les morceaux sur le sable dans un plan suivant. Dans une scène qui ne semble pas liée directement à celle que je viens de décrire, mais qui réunit toujours Tireya et Lo'ak, en y ajoutant Kiri, la fille du clan de l'eau tente de donner confiance en la capacité de Lo'ak à faire face aux épreuves en évoquant la force des ancêtres. La thématique du deuil de Neteyam et la façon dont ses parents et ses frères et sœurs vont y réagir est centrale. Lo'ak va ressentir la pression d'être à la hauteur de la mémoire de son frère et certainement souffrir de la crainte de ne jamais pouvoir trouver grâce en comparaison d'un aîné qui était déjà jugé plus responsable de son vivant et dorénavant idéalisé dans la mort. On le voit plus tard repousser son père, Jake, chez les Metkayina, sans doute dans une période qui reste proche de la cérémonie d'adieu à Neteyam, alors que toute la famille vacille, étourdie du coup dévastateur porté par ce deuil si difficile. Parmi les images qui submergent par leur beauté, notamment en IMAX 3D, comme j'ai pu en faire l'expérience, on découvre le clan des marchands des vents, les Tlalim, avec ces méduses gigantesques et flottantes sur lesquelles ils s'installent pour leur voyage dans les airs, le tout étant tracté par des sortes de raimentas volantes harnachées
aux méduses. Une expression de l'harmonie entre les créatures d'Eywa qui semblent ravir Kiri, où on sait que Kiri manque de confiance et que son statut de Na'vi singulière, avec des traits humains comme les sourcils et les 5 doigts, s'ajoute à sa relative maladresse en comparaison de sa famille de combattants farouches et agiles. Ensuite, c'est la silhouette de Miles Quaritch sur fond de volcan majestueux qui nous sert de point de vue pour partir à la rencontre du clan Mangquan. On découvre qu'ils vivent dans les décombres et les cendres de ce qui était auparavant l'arbre maison de leur clan. On sait qu'une catastrophe naturelle, une terrible éruption volcanique a totalement dévasté leur habitat et qu'ils ont décidé de ne pas bouger ni de tenter de renouer avec leur ancien mode de vie. On peut en déduire que pour survivre, faute d'une nature susceptible de les sustenter, ils pourraient s'en remettre au pillage. Le rejet d'Eywa et de ses principes implique qu'ils embrassent la violence et donc le meurtre de leur prochain. Ils pourraient même accueillir les meurtriers exclus des autres clans. Toute une portion du film semble correspondre aux mésaventures des jeunes de la famille Sully dans une zone de mangrove. Je ne pense pas qu'ils sont volontairement partis sans leurs parents, même si c'est possible, mais je crois plutôt qu'ils se sont retrouvés obligés de trouver refuge au sol suite à une première confrontation aérienne avec Varang et son clan. En effet, on a une scène rapide de Neytiri blessée qui reprend conscience et qui parle immédiatement des enfants. Neytiri qu'on voit à demi inconsciente sur sa monture volante dans un plan magnifique au demeurant, transpercé par une flèche que lui aura certainement décoché Varang en personne. On constate que les enfants, ou du moins une partie d'entre eux, se feront capturer par Varang et son clan du feu. En effet, dans la version IMAX du trailer, qui a un peu plus de hauteur d'image, on voit Varang qui parle à Kiri avec la fameuse phrase sur la divinité n'ayant pas souveraineté, mais elle semble le faire en tenant Spider par les cheveux. C'est une fine observation qui était notamment faite dans l'analyse plan par plan de la bande-annonce proposée par la chaîne anglophone Avatar COE. Avant d'en venir à la façon dont Jake et Neytiri semblent réagir à la mort de leur fils, un mot sur les Tulkun dont la matriarche est venue échanger avec le couple qui mène le clan de l'eau, les Medcaïna, avec leur chef Tonowari, et son épouse Ronal, qui est la guide spirituelle du clan. On se souvient que Ronal était enceinte dans le deuxième volet, qu'elle cultive un lien très étroit avec les Tulkun, comme tout son clan certes, mais avec une acuité toute particulière dans sa compréhension de ces mammifères marins. La rencontre avec la matriarche sera certainement l'occasion d'évoquer à la fois l'engagement éventuel des Tulkun dans la résistance face à la RDA ou ADR, Administration de développement des ressources, l'organisation humaine venue piller et coloniser Pandora, mais aussi peut-être de plaider pour que Payakan, le Tulkun auquel Loax est lié, puisse ne plus être banni par son espèce. Plus tard, on voit la matriarche reconnaissable à ses anneaux surgir de l'océan pour attaquer un grand navire humain. On pourrait craindre une redite d'Avatar 2, mais je pense que James Cameron est assez intelligent pour éviter un tel écueil. Ensuite, lorsque Jake dit à Neytiri qu'elle ne peut pas vivre dans une telle haine, on peut supposer qu'il parle de l'espèce humaine en général, que la mère tient de toute évidence responsable pour la mort de son fils. Reste à voir combien de ce ressentiment déteindra envers Spider. Et oui, il est certain que cette question va s'infecter comme une plaie tant que l'abcès n'aura pas été crevé. Rappelez-vous, Neytiri a hésité, un couteau brandi sur Spider dans Avatar 2, et la mort de Neteyam devrait encore empirer les choses. Cette tension sera très certainement présente, voire en partie responsable de la séparation entre les parents et les enfants, même si le principal facteur sera, je suppose, une première défaite face à Varang, comme déjà évoqué. On remarque qu'au moment de cet échange tendu entre Jake et Neytiri, cette dernière porte des pansements suite à sa blessure par flèche. Un plan assez rapide de Neytiri nous la révèle avec des restes de peinture noire et rouge. On distingue notamment le rouge sur son biceps droit. On peut en déduire qu'il y aura une tentative d'infiltration chez les Mangquan, sans doute pour libérer les enfants prisonniers. Alors oui, au passage, je reconnais que le ressort scénaristique des enfants prisonniers va commencer à s'user s'il sert à chaque film. On verra comment cela sera géré dans cet Avatar 3, sans parler encore des 4 et 5, dont l'existence dépendra du succès de celui-ci. Pour enchaîner sur Spider, justement, il est dans une position intéressante. Il a eu un élan irrépressible de sauver la vie de son père, Quaritch, et cette dualité participe évidemment à la curiosité qu'on peut nourrir quant à l'évolution du personnage. Le trailer nous montre des scènes entre Spider et Jake avec de la tendresse qu'on prend bien soin de ne pas évoquer entre Spider et Neytiri, ce qui vient renforcer l'idée qu'il s'agira potentiellement d'un point central à résoudre dans la dynamique familiale. Et au passage, on remarque que Spider ne porte plus de masque quand Jake le prend dans ses bras, ce qui laisse clairement supposer qu'une intervention d'Eywa lui a permis de s'adapter à l'atmosphère de Pandora. Difficile de ne pas y voir la trace de l'implication de Kiri comme intermédiaire, d'autant plus avec la scène d'elle qui se penche sur Spider tandis que sa réserve d'oxygène lui fait défaut. Ceci dit, je trouverais potentiellement plus intriguant que cette évolution et ce sauvetage de Spider proviennent de Varang, mais bon, même si ce serait savoureux d'un point de vue dramatique, cela entrerait en contradiction avec la logique du monde. En effet, les seuls éléments qui relèvent en apparence d'une forme de surnaturel dans la saga découlent toujours d'Eywa,
D'ailleurs, il faut entendre ici le terme surnaturel comme un phénomène naturel, mais dont l'explication scientifique échappe aux observateurs. Passons justement à Varang, chef du clan Mangquan. On la voit sortir d'une sorte de carcasse aménagée en hutte, et je me demande s'il ne s'agit pas du corps d'une des révolantes du clan Tlalim, qui seraient a priori les cibles privilégiées des Mangquan. De prime abord comme ça, on pourrait éventuellement penser aussi au cadavre d'un Tulkud, mais ça me semblerait trop difficile à transporter jusqu'à un tel sommet. Il est plus logique de penser à un animal volant qui s'y serait posé sans doute sous la contrainte. Encore une fois, le design de Varang est très réussi. On ne sait pas si la catastrophe qui a mené à un changement de mode de vie est assez ancienne pour que ces navis aient eu le temps de développer des adaptations physiques spécifiques à leur environnement, comme les Metkayina ont pu le faire avec l'océan bien sûr, mais cela semble peu probable car c'est aussi une expression symbolique de l'harmonie avec Eywa, ce que le clan du feu rejette dorénavant. Sur une photo de promotion magnifique, on distingue que Varang a placé des pointes osseuses dans une longue tresse de ses cheveux, ce qui vient s'ajouter aux diverses pointes de son accoutrement, exprimant le danger et la puissance. On observe ensuite l'ARD qui vient sceller un pacte en apportant de l'équipement au Mangquan. On se doute qu'il s'agit d'armes, et d'ailleurs on voit Varang brandir un lance-flamme vers la fin de la bande-annonce, même si on voit beaucoup plus la flamme que la lance. Justement, pour continuer sur le feu, on pourrait croire au premier abord à un contrôle surnaturel du feu par Varang quand on la voit jouer avec les flammes sur ses doigts, mais en réalité elle vient de les tremper dans une substance visqueuse qui appartient, je suppose, à leur arsenal habituel pour enflammer les flèches. Et oui, parce que de base, les flèches enflammées, chez nous, chez les humains, ça ne fonctionne pas. Vous irez demander à Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée si vous avez un doute. Mais ici, on introduit une substance spécifique qui doit donner plus de crédit à leur efficacité réelle en combat. On peut distinguer une silhouette en arrière-plan dans la scène des doigts enflammés. Il s'agit peut-être de Quaritch, mais je n'en ai pas la certitude. Une chose semble claire, le clan de la mer, les Metkayina, seront la cible de l'alliance entre l'ARD et le clan de Varang. On a une scène rapide de Jake qui court sur le sable pour se positionner entre les deux troupes adverses. Et bien sûr, on peut supposer que la seule monnaie d'échange de Jake, ce sera alors lui-même, ce qui aboutit à la scène de son arrivée, prisonnier au quartier général de l'ARD, avec des tas d'humains, bien sûr, mais aussi quelques spectres de nuit, les montures volantes spécifiques des Mangquan. On pourrait se dire que Jake est foutu et qu'il mourra dans le film. Je vous laisse un peu à vos spéculations pour ne pas gâcher le suspense, mais bon, une mort de Jake me semble des plus improbables dans ce volet, d'autant plus que la bande-annonce nous le montre dans un énième corps à corps contre Quaritch, dans ce qui ressemble fort au troisième acte du film. On y voit justement un phénomène qui fait flotter des débris métalliques au milieu de rochers volants en morceaux, à n'en pas douter une tentative d'exploitation des ressources de Pandora qui aura explosé, peut-être suite à une action de la résistance, ou alors c'est Eywa elle-même qui commence à se rebiffer. On y voit Spider qui s'approche du combat entre son père et son père adoptif, puis Spider qui glisse vers le vide. Reste à savoir qui sauvera qui, mais j'aurais tendance à penser que Miles Quaritch sauvera son fils et que peut-être il trouvera ainsi une forme de petite rédemption avant de mourir dans ce film, ou pas, bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Il paraît qu'il existe des fuites du scénario d'Avatar 3, mais je vous garantis que je ne les ai pas recherchées. Je n'ai pas envie de me gâcher la découverte en salle. On a quelques autres plans cool et marquants, notamment celui de Jake et Neytiri qui partent en guerre avec des tas de combattants sur des montures ailées derrière eux. Cela ressemble plutôt à une scène d'amorce de combat final, d'autant qu'on devine que Neytiri porte bien les mêmes ornements quand on la voit prête à tirer sur Varang en fin de bande-annonce. Pour moi, la seule réserve qu'on peut émettre, c'est un léger sentiment de déjà-vu sur certains éléments, comme les enfants en danger, les mano à mano de Jake et Quaritch, mais à titre personnel, je fais confiance à James Cameron pour que la magie opère à nouveau. Pour tout dire, je suis déjà dans ma petite fusée prête à partir pour Pandora. Dès maintenant, je vous rappelle que nous avons ici 3 rendez-vous hebdomadaires sur la chaîne, avec les lundis, mercredis et vendredis soirs. Parfois ça sort tard, comme aujourd'hui, car ce n'est pas facile de maîtriser tous les délais. Le lundi, ce sera série, le mercredi, c'est cinéma, et le vendredi, c'est sujet libre, avec parfois des livres, parfois du lore, du live, pourquoi pas. Et cette fois, c'était un retour sur une bande-annonce qui me tenait à cœur. Je compte bien sûr sur vos abonnements, pouces, commentaires, et pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez devenir membre de la chaîne pour devenir par exemple Popcorn Caramel et accéder à un Discord dédié sur lequel j'interviens. Et quand les vidéos seront prêtes à l'avance, je les mettrai en ligne plus tôt pour les membres Popcorn et plus. Quant au grain de maïs, le premier grade des membres, ils ont la réponse prioritaire en commentaire. Et voilà, si ça vous dit, allez jeter un œil, mis un petit bouton, c'est facile. Et je vous donne rendez-vous très vite, donc lundi, pour de nouvelles aventures. Salut!